quelqu'un de volontaire. Dans ce que tu as présenté, je ne sais pas trop finalement comment tu expliques les trois axes. Pourquoi trois, pourquoi pas quatre, notamment face à l'éclatement que tu évoques. Parce que je pense que Wittgenstein, dans cet éclatement, n'aurait pas déterminé comme ça un nombre d'axes de manière finie. Wittgenstein, non. Je ne sais pas si tu y tiens particulièrement ou si c'est quelque chose qui peut évoluer. Voilà. Ça peut évoluer, mais... Mais c'est une phrase qui m'a... Quand tu dis « le philosophe n'a rien pour se décentrer oui. ». Si on se replace dans le cours et le séminaire de cette année, sur une question qui m'apparaît essentielle pour la philosophie, c'est la question du daimon. On a eu une discussion là-dessus. Socrate, avant de rentrer dans le banquet, il dit « je m'arrête, je ne rentre pas, j'ai mon démon ». La figure du philosophe qui est en dialogue, un dialogue critique avec son daimon, ou ses daimons, semble relativement orthogonale avec cette proposition que le philosophe n'a rien pour se décentrer. Alors que j'aurais dit, peut-être de manière plus naturelle, que le philosophe, c'est celui qui a affaire à son démon, et donc il est déjà décentré, il est déjà clivé. Il y a ça de manière première, j'allais dire. Philosopher aujourd'hui, s'il y a un point commun entre philosopher aujourd'hui et philosopher du temps de Platon, c'est d'abord parce qu'il y a ce démon, parce que ça parle. Je disais ça passe en moi, donc ça parle. Donc alors, je veux savoir si tu tiens vraiment à cette proposition-là, quand tu dis le philosophe n'a rien pour se décentrer, parce que ça place quand même le philosophe dans une certaine forme d'irréalité. Il n'a pas les instruments, c'est-à-dire il n'a pas tout ce que tu as évoqué sur la partie scientifique. Finalement, il ne lui reste rien. Il n'aurait même plus de démon. Alors, je veux savoir si tu maintiens cette expression, que le philosophe n'a rien pour se décentrer, et comment tu pourrais la réexpliquer. Non, c'est très simple, c'est que ce que tu appelles le démon ici, moi le démon, le daimon, je ne l'appellerais justement pas un décentrement. Tu vois, le démon, c'est plutôt ce qui m'habite, hein, c'est ce qui fait justement que j'aurais tendance à me prendre pour un centre absolu. Parce que je suis habité par quelque chose qui est plus fort que moi et qui voudrait que je sois moi-même, grâce à lui, absolu. Et si tu veux, le daimon ne résout pas la question du rapport aux mots que j'utilise. Quand je fais des phrases, quand je dis « je sais qu'il y a une feuille devant moi », le daimon ne résout pas le problème que j'ai par rapport aux significations que je manipule. Le problème de l'objectivation incontournable du sens. Je suis condamné à objectiver le sens, et pourtant ce sens me fait. Il faut que je puisse penser que le sens me fait. Comment penser que le sens me fait, alors même que je suis tout le temps en train d'objectiver le sens? C'est ce paradoxe que je veux résoudre. Et le daimon ne résout pas cette solution, parce que, encore une fois, le daimon, c'est ce qui, non seulement, c'est ce qui aurait tendance à augmenter le champ de bataille, parce que chaque philosophe peut se prendre pour son daimon. Chaque philosophe peut se prendre pour son daimon et dire, moi j'ai raison. Je vous écoute, mais c'est moi qui ai raison. Et le champ de bataille de la philosophie ne pourra pas se résoudre. Alors que si... Alors ça rejoint à ta deuxième question. Hein. La question, c'est pourquoi trois dimensions? Et est-ce que ça ne peut pas évoluer? Pourquoi trois dimensions du sens? Il se trouve que, dans ce que je n'ai pas dit, là, que j'avais prévu de dire, il s'agit de créer un nouveau dialogue. Chaque philosophe, chaque individu peut faire son éclatement des significations. Ce que j'appelle la sémantique philosophique. Je l'appelle aussi parfois l'herméneutique réflexive. Mais l'expression herméneutique réflexive existe déjà chez Ricoeur, donc j'hésite à la prendre. Parce que là, il n'y a pas de vrai rapport. Mais disons, la sémantique philosophique, chaque individu philosophant peut la pratiquer. Et on peut à ce moment-là confronter nos résultats. Combien est-ce que tu trouves de dimensions du sens? Et on peut dialoguer là. On peut dialoguer. Et on n'est pas en train de dire, moi j'ai ma thèse, hein, la tienne est intéressante, tu sais bien la défendre, mais je crois à la mienne. Et je connais le réel, par-delà les sciences. Donc tu vois, les deux questions que tu posais sont liées là. I'm skeptical about your task of reconciling the
so-called analytic philosophy Yes. and continental philosophy. Yes. The distinction is not a logical distinction, it is an historical distinction. Yes. And it seems to me it's really difficult to reconcile historical distinction unless you believe in some kind of Hegelian Aufhebung. It's a historical distinction, and it is based on historical different origins of the two fields, if you want to call them fields. And in particular, if you take Frege as an example, Frege was terrified by semantic polyvalence. That's why he devised the system of Sinn and Bedeutung. Bedeutung was a way to presuppose the unity, the uniqueness, and the objectivity of the object. It was in some way a trick to say that Venus is Venus, or this is this table. Because from a philosophical point of view, this is the thing that we have to demonstrate. It's not already demonstrated. So this is the general trick of modern philosophy. Bedeutung was a way to legitimate objectivity, natural objectivity. That's why analytic philosophy is so popular. That's why analytic philosophers are occupying our department of philosophy. Yes. So, Where is the problem with my discourse? how is possible to reconcile this, in some way, rationalization of scientism with our philosophy? Yeah, it is possible just in the sense that my problem, my interest about analytical philosophy is in its origins, only in its origins. Wittgenstein and the question of Frege, but not the work of Frege, the question of Frege. And in those origins, there is something that is not continental or analytical. It is a possibility for something else. But you're right about Frege's work. But in his question, there is something which is not analytic or continental. Maître, tu aurais peut-être dû d'ailleurs, Jean-Hugues, parce que tu as dit la philosophie analytique, c'est une tournure d'esprit anglo-saxonne, mais à l'origine de la philosophie analytique, ce ne sont pas les anglo-saxons, ce sont des Autrichiens. Non, j'ai pas parlé de la tournure d'esprit, c'est pas la philosophie analytique, c'est la revendication d'une aptitude à dialoguer de manière argumentée. Oui, mais enfin, tu l'as dit à propos de la philosophie analytique. Bon, je dis ça, c'est pas du tout une objection, c'est simplement que tu fais attention en disant ça, parce que pour moi, d'abord, Wittgenstein et Frege, ça n'est pas la philosophie christique, c'est des sources de la philosophie analytique. Je ne crois pas du tout que Wittgenstein soit un philosophe analytique. Il y a autre chose. C'est un philosophe des jeux de langage, ce qui n'est pas la même chose. Après, je crois qu'il y a une combinaison entre philosophie wittgensteinienne et logicisme frégéen, avec le pragmatisme, l'utilitarisme, l'empirisme, etc. Alors là, typiquement anglo-saxon. Et qui est un autre sujet, et qui remonte à bien avant, qui remonte au XVIIe siècle. Et je pense qu'il faut, si tu veux, il y a une combinaison, il y a une triple articulation entre, je dirais, appelons ça massivement, beaucoup trop massivement, l'empirisme anglo-saxon, le logicisme autrichien et la philosophie continentale, ce qu'on appelle la philosophie continentale. Par rapport à ça, pour essayer de répondre à la question que posait Ricardo, je ne peux pas répondre à ta place, mais ce que j'entends moi, dans ce que fait Jean-Hugues. Bon, Jean-Hugues l'a dit, il n'a pas eu le temps de l'exposer, c'est un bachelardien. C'est un grand lecteur de Bachelard, de Canguilhem, des philosophes des sciences. Et ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Un philosophe qui ne fait pas de philosophie des sciences n'est pas un philosophe. C'est un sophiste.
c'est un vecteur, c'est tout ce que vous voulez, y compris des sciences du langage, des sciences de la littérature, etc. Mais le problème de la science, chez Jean-Hugues, c'est le problème du décentrement, qui, à partir d'une certaine époque historique en Europe au XVIIe siècle, devient le problème de l'objet, qui se sépare du sujet. Bon, je dis à toute vitesse des choses qui demanderaient évidemment énormément de nuances, hein, mais c'est à l'intérieur, j'espère qu'on ne me contredira pas, c'est à l'intérieur de ce type de problématique et d'une certaine avancée de la philosophie devenue science, qui n'est non plus simplement philosophie, que les questions posées à Jean-Hugues se posent. Tu es d'accord avec moi? Alors, après, la question de Frege, et en particulier la distinction Sinn-Bedeutung, sur laquelle je voudrais te poser des questions. C'est un stade, à un moment donné, dans une histoire qui remonte à Aristote, comme tu l'as dit, hein, parce que chez Aristote, moi j'avais dit ça à Granel, une fois, il a repris mon idée d'ailleurs, j'avais dit Aristote c'est le premier penseur des jeux de langage. Et si on lit le Péri-Herménéda, toutes les réfutations sophistiques, etc., c'est une théorie des jeux de langage, d'une certaine manière, bien entendu, c'est pas celle de Wittgenstein, mais il y a quelque chose de ce temps-là. Frege repose ces questions liées à l'objectivité du point de vue logiciste, c'est-à-dire du point de vue du langage. Et ça, c'est le point de départ, comme tu l'as très bien dit, de ce qui va constituer ce qu'on appelle la philosophie analytique, là, en tant qu'elle travaille sur le langage comme condition de tout, par exemple, de tout ce que Husserl, dans ses discussions avec Frege, prétend faire du point de vue phénoménologique. Moi, je pense que là où il y a un problème, ça c'est une question que je t'adresse, dans le rapport à Frege, et surtout quand on se rapporte à Frege via Simondon, c'est de rapporter la Bedeutung à la référence. Parce que je crois que chez Simondon, le transindividuel, c'est pas du tout la référence. Le transindividuel, c'est la signification. Terme dans lequel on traduit régulièrement Bedeutung en français. Or, la signification chez Simondon n'est pas du tout la référence. C'est le produit du transindividuel. Et une question fondamentale, c'est l'historicité du transindividuel. Si j'insiste personnellement sur ce que j'appelle le processus de transindividuation, c'est parce qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas retomber dans ce que justement Wittgenstein a combattu, c'est-à-dire l'hypostase des jeux de langage. Et le transindividuel chez Simondon, pour moi, est ontogénétique, à rempart. Alors, par rapport à ce que tu as dit aujourd'hui, qui était difficile, hein, ce que veut faire Jean-Hugues Barthélemy, c'est extrêmement ambitieux, c'est une véritable philosophie première. Donc c'est une philosophie sans ficelle pour animer la marionnette. C'est une philosophie où il n'y a plus d'extériorité, de grande... non, c'est une philosophie qui part d'elle-même. Ça, c'est la vraie philosophie. Je veux dire que la toute véritable philosophie, à un moment donné, passe par là, sinon c'est de la merde. Donc c'est pour ça que c'est très difficile qu'il veut faire, mais c'est absolument fondamental. Pour moi, ce que j'en reçois de cette ambition, ça renvoie à une autre ambition que j'ai, que je n'ai jamais rendue publique. Tu le sais, on en a déjà discuté. C'est ce que j'appelle la théorie de l'idiotexte. J'en ai un petit peu parlé dans le séminaire cette année, par contre. C'est mes fameuses spirales. Et c'est ce qui renvoie à ce que j'ai appelé, en continuant à passer par Derrida, à qui je dois beaucoup et dont je me distingue de plus en plus, mais il y a un noyau pour lequel il y a quelque chose, c'est plus moi si j'abandonnais ça serait plus moi, c'est ce que j'ai appelé la supplémentarité élémentaire. Et je pense que ce que tu appelles une philosophie première, moi j'essaye de le formuler comme étant ce que j'appelle la pensée
Impossible, d'ailleurs. C'est quelque chose qui est inaccessible. Et archi-apoétique, etc., mais qui est ce que j'appelle l'accès à la supplémentarité élémentaire. Qu'est-ce que c'est que la supplémentarité élémentaire? C'est quelque chose qui n'est plus le sujet transcendantal, et je regarde Francesca en me disant cela, mais qui hérite des ambitions du sujet transcendantal. Ça n'est plus le sujet transcendantal parce que je pense qu'après Simondon, après Derrida et après Simondon, il n'y a plus de transcendantal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus les questions transcendantales, mais on ne peut plus les formuler comme transcendantales parce que l'opposition entre empirique et transcendantal a été renversée. C'est-à-dire, aussi là, j'en avais parlé dans un de mes livres, dans le 3e tome de la technique du temps, il faut renouer une discussion, je crois, moi aussi, avec ce qu'on appelle, je ne dirais pas la philosophie analytique, mais disons la philosophie anglo-saxonne. Et c'est là que Deleuze, évidemment, a dit des choses importantes par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, la question là que je te pose, c'est, ma première question, c'était Sind Badovitun, est-ce que tu ne crois pas que sur le transcendant individuel, est-ce que tu ne crois pas qu'il y a quelque chose qui est très différent de Frege dans ses mots par rapport à ça? C'était une manière de réagir à la question de Ricard. La deuxième question, c'est par rapport à ce que tu as présenté au départ, donc la connaissance de soi. Moi, j'essaie j'ai le projet de faire quelque chose autour de cette structure que j'appelle l'idiotexte comme étant une structure de supplémentarité élémentaire. Ça veut dire, c'est la supplémentarité avant tout supplément. C'est ce qui fait que, avant tout supplément spécifique, quelque chose va requérir cette supplémentarité. Alors, qui est déjà supplémenté sans l'être. Ça nous renvoie d'ailleurs à la paradoxologie, si je puis dire, de Peggy, telle que comment dire, à une anachronie fondamentale dont on va Ricardo au départ. Moi, c'est ça que j'ai entendu, la question que posait Ricardo. Tout à fait au début. Tu n'étais pas là, mais tu n'as pas entendu son intervention. C'est ça qu'il y avait. Alors, si je dis cela, c'est parce que c'est pour t'adresser une troisième question sur la connaissance de soi. Quel est son rapport à l'hétéronomie? Et pour approfondir un petit peu le sujet, pour revenir à la question de Christian, qui t'a posé une question absolument essentielle. Pourquoi 3 dimensions? Pour moi, je crois que je t'entends évidemment du point de vue où je prends tout ce qui m'intéresse et je n'entends pas ce qui ne m'intéresse pas. Donc, je suis tout à fait capable d'imaginer que j'ai rien compris à ce que tu as dit. Mais, pour moi, répondre à la question de Christian, ça passe par la chronologie générale. Je veux dire par là que je ne suis pas en train de dire que je vais reprendre à mon propre compte les dénominations, c'est-à-dire axiologie, production, éducation. Mais, et pourquoi pas, pourquoi pas? Axiologie, production, information. Oui, Axiologie, oui, c'est l'éducation. Tout à fait. Pourquoi pas reprendre ça, c'est tout à fait possible, mais il faudra qu'il va falloir qu'un jour on en discute vraiment. Mais en tout cas, moi je crois, et là peut-être que tu n'es pas du tout d'accord, je crois que cette structure qui renvoie à l'hypoproton, qui était pour moi le vrai enjeu de ce que disait hier Dan, si j'avais mieux compris ce que vous disiez, parce que j'ai au moins la moitié que j'ai rien compris, donc à cause de ma mauvaise compréhension de l'anglais et la difficulté aussi du discours, mais enfin je me serais bagarré sur l'hypokaimenon-proton qui, à mon avis, et là je suis d'accord avec Jacques Garelli, est un sujet fondamental chez Simondon. Qu'est-ce qu'on appelle hypokaimenon-proton? Voilà une question. Hypokaimenon, ça veut dire support, enfin ça veut dire, on traduit par support primordial. Moi je soutiens que le support est épiphylogénétique. C'est-à-dire que la phlogistes, simplement, c'est la phlogistes en tant qu'elle est supplémentée. Il pense. Et du coup, il ne se fait pas de différence fondamentale entre l'eau, l'air, le feu et les hypondématales. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, ce que je crois, c'est que dans la question que tu poses, Jean-Hugues, à savoir la connaissance de soi comme philosophie première, moi, je pose la question du statut de l'hétéronomie.
pose que cette hétéronomie a toujours déjà constitué le soi comme étant un non-moi, un décentrement. Déjà un processus de décentrement primordial. On pourrait parler du décentrement primordial. Que je crois il faut penser sous la forme de spirale. Pourquoi? Parce que les spirales, c'est pas simplement. Spirale, c'est une très longue histoire dans la philosophie, et pas seulement dans la philosophie, dans la mythologie, dans l'art, dans la géométrie. Mais dans la métastabilité, la première forme, la plus spontanée qu'on voit de métastabilité, c'est la spirale. On en voit partout. Augustin, mon fils, regarde toujours l'eau qui se vide avec fascination dans le lavabo. C'est une structure métastable, ça. Et c'est la mécanique des fluides la plus élémentaire. Et je pense que ce à quoi nous avons affaire, c'est à la compréhension de comment se maintient quelque chose à travers toute la succession de l'histoire des suppléments, depuis la proto-supplémentarité jusqu'à aujourd'hui, avec les machines dont je parlais tout à l'heure, les machines de calcul automatisé sur le trading à la microseconde qui est en train de foutre le monde en l'air en ce moment. Nous sommes toujours confrontés en fait à la même structure. Et ce que je comprends de ce que tu dis, moi, c'est que toi, tu cherches à mettre en place le dispositif, les règles, la pratique, la technique de soi, je ne sais pas comment appeler tout ça, qui va rendre possible à un moment donné que moi, en tant que philosophe, je sois capable de me confronter finalement à cette question-là, comme Husserl lui disait, il fallait se confronter au sujet transcendantal, d'autres à la Péronne, etc. Et ça, je suis absolument d'accord avec ça. Maintenant, pour répondre finalement aux deux questions qui t'ont été posées, je pense qu'il faut inscrire l'hétéronomie à même cela. Et l'hétéronomie, pour moi, d'emblée doit être pensée comme une organologie, pas simplement comme une pharmacologie. Ce qui m'intéresse dans l'organologie et qui n'est pas simplement la pharmacologie, c'est le drame ou la tragédie de l'organologie. Mais l'organologie, c'est ce qui fait que le vivant, c'est ce que tu as dit tout à fait au début, c'est ce qui fait que le vivant devient psychosocial. Et c'est ça la question que tu te poses, c'est comment, en tant que vivant, je suis capable d'accéder à ma racine psychosociale. Mais elle est hétéronome au départ. Si nous arrivions à tomber d'accord sur une élémentarité organologique, c'est-à-dire proto-supplémentaire, une proto-supplémentarité, où nous dirions il y a forcément telle et telle et telle composante, alors peut-être que nous pourrions dire voilà pourquoi il y a telle et telle et telle dimension. Voilà, c'était ça la proposition. Bon, il y a beaucoup de choses évidemment, comme toujours. Hein. Concernant la première question sur le transindividuel et le rapport à la différence que faisait Frege entre Zinn et Bedeutung, ce sont deux plans de discussion différents. C'est-à-dire que le transindividuel, en effet, ce sont des significations, et pour un philosophe, penser le transindividuel, c'est s'inscrire dans ce que moi j'appelle la traduction ontologique, ontogénétique seconde. Tandis que la différence, telle que moi je la reprends, la différence de Frege, telle que moi je la reprends, ne concerne pas du tout le discours ontogénétique. Excuse-moi de t'interrompre une seconde. Il y a Husserl dans cette affaire. Il faut que tu fasses intervenir absolument. Parce que Simondon lisait Husserl et les phénoménologues, tu le sais bien, quand Markel a expliqué dans le colloque de 92, il lisait énormément les phénoménologues. Et cette différence Zinn-Bedeutung, Husserl l'a reprise. Et je pense que par rapport à ce que tu dis là, moi je ne crois pas que tu puisses faire l'économie de la compréhension husserlienne de ça. Je ne vais pas t'interrompre, excuse-moi. Moi, sur Husserl, tu sais bien, j'ai toute une discussion sur Husserl que j'ai commencé aussi. Parce qu'il y a un passage que j'ai pas eu le temps de dire, là où je présente ma nouvelle attitude par rapport aux significations que je manipule, je la présente comme une double réduction. Mais qui d'ailleurs n'est plus une réduction phénoménologique, c'est une réduction sémantique. C'est-à-dire que je passe premièrement de la réalité de la chose à la représentation de la chose, et deuxièmement, je passe de la représentation à son éclatement pluridimensionnel. Alors, il y a toute une discussion que j'ai commencée avec Husserl et que je poursuivrai. Je veux me passer de lui, je veux me passer de Husserl. Ouais. Parce que, mais tu sais bien pourquoi d'ailleurs.
c'est parce que nous avons lu Sein und Zeit. Et à partir de là, la réduction, parce que le grand problème pour moi chez Husserl, c'est la réduction. Et la réduction, on ne peut pas en rester à ça. Oui, mais pour pouvoir se passer d'un philosophe, il faut passer par le philosophe, tu sais bien. Ouais. Et je pense que tu viens de dire une chose qui peut choquer beaucoup. Moi, je connais bien ton travail, donc ça ne choque pas. Mais ça peut choquer Ricardo, par exemple. Partir de la réalité de la chose, et non, pas de la réalité de la chose. Et c'est Husserl, précisément, est absolument. Je ne dis pas qu'il est irréductible et qu'on ne peut pas passer à autre chose. Et là où on est obligé de passer par lui, même si à un moment donné il faut s'en passer, il faut d'abord y passer, parce que ça, il le rend absolument. On ne peut plus parler comme ça. Vous avez compris. Quand je dis partir, ça ne veut pas dire se fonder sur. Hein. Oui. C'est la réduction en ce sens. Je suis d'accord avec la démarche husserlienne là. Au lieu de naïvement dire que les choses dont je parle existent, je les mets entre parenthèses. Je passe à leur représentation. Mais je ne m'arrête pas là. Je fais une deuxième réduction. Oui. J'éclate la représentation. Et la deuxième réduction permet à la première de ne pas m'absolutiser. Alors que chez Husserl, il y avait une seule réduction qui absolutisait. Pour passer à la deuxième réduction, il faut d'abord avoir fait la première. Donc je pense qu'il faut que tu explicites comment tu la pratiques, parce que sinon on ne comprend plus. On a l'impression, moi je te connais bien, mais je pense qu'il y a des gens ici qui ne comprennent pas que tu connais très bien Husserl, etc. Et qui du coup, à la limite, peuvent te prendre pour un réaliste. Voilà. Ah oui, non, mais là, c'est un contresens parfait. Oui, mais ça dépend de toi de ne pas faire ce contresens. Mais le problème, il est dans le temps dont je disposais, tu sais bien, parce que j'avais prévu de parler de ça, pour expliquer la chose. Donc, il s'agit, bien sûr, vous l'avez compris, il s'agit d'aller plus loin que Simondon dans sa volonté obsessionnelle de dépasser toutes les oppositions classiques. Simondon était obsédé par cette idée, il faut dépasser toutes les oppositions classiques. On n'est pas idéaliste, on n'est pas réaliste, on n'est pas empiriste, on n'est pas inéiste, on n'est pas sceptique, on n'est pas dogmatique. Enfin, toutes les oppositions que Kant avait commencé à vouloir dépasser, Simondon, comme beaucoup de philosophes du XXe siècle, a voulu aussi aller plus loin dans ce dépassement, et il est lui vraiment obsédé par ce dépassement. Et moi, je vais aller encore plus loin que lui dans ce dépassement, jusqu'à dépasser l'opposition entre moi et les significations que je manipule, puisqu'elles sont en train de me faire. Et c'est pour ça que je ne suis pas ma propre origine. Il s'agit simplement vraiment de vouloir penser sa propre non-originalité, c'est ça. Alors, je viens à ta deuxième question. À propos de l'hétéronomie, tu disais qu'il faut pouvoir penser de l'hétéronomie. Alors, je t'accorde entièrement l'organologie. Parce que je suis convaincu vraiment que la pharmacologie a besoin de l'organologie. Simplement, l'organologie, pour moi, elle fait partie de la traduction seconde ontogénétique. Et je ne peux pas, dans ma nouvelle attitude première par rapport aux mots que j'utilise, je ne peux pas être là-dedans. Alors tu vas me dire, où est l'hétéronomie ? Eh bien, l'hétéronomie, elle est justement immédiatement présente dans le fait que je me pense comme fait par ce qui n'est pas moi. Je suis fait par du sens qui n'est pas moi. C'est une transcendance immanente. Si je disais ça, c'est parce que Christian t'a posé une question. Pourquoi ces trois dimensions ? Oui. Si tu ne peux pas si tu ne peux pas rapporter ces trois dimensions à une caractérisation de ce que j'appellerais une proto-hétéronomie, non pas une hétéronomie, une proto-hétéronomie, c'est-à-dire ce que j'appelais tout à l'heure la supplémentarité élémentaire, c'est une contradiction, c'est une antinomie. Mais là, quand on est dans la philosophie première, on est toujours confronté à ces problèmes, bien entendu. Mais alors, je ne vois pas d'où tu vas sortir tes trois dimensions. Je les sors d'un examen de leur irréductibilité les unes aux autres, et en même temps du fait qu'elles sont constitutives les unes des autres. Il faut que j'ai les deux choses. Il faut que chaque dimension d'une signification soit irréductible aux autres dimensions de cette signification, et qu'en même temps, elles soient constitutives les unes des autres. Et c'est à partir de ces deux critères que je définis le nombre de dimensions. Par contre, c'est là qu'il y a un vrai dialogue. Parce que Badiou, par exemple, Alain Badiou pourrait me dire la chose suivante, il pourrait me dire, moi, je dégage les 4 conditions de la philosophie et je propose que vous, ce que vous appelez les dimensions du sens, eh bien, il y en ait 4. Voilà. Sauf que
quand il dit que l'amour est une des conditions de la philosophie, si j'examine les mots que j'utilise, est-ce que dans n'importe quel mot que j'utilise, je peux trouver une dimension qui serait l'amour? Quand je dis table, y a-t-il dans cette signification une dimension qui concernerait l'amour? Non. Par contre, il y a une dimension qui concerne les émotions que j'ai et les valeurs que j'utilise. La table, ça a une certaine connotation axiologique pour moi. Et si, encore une fois, je suis un grand bourgeois, la table n'aura pas la même connotation axiologique que si je suis un paysan. Elle n'aura pas non plus la même... Pour un scientifique, il est normal qu'une signification soit d'abord une réalité ontologique à connaître. C'est la dimension information qui prime chez le scientifique. Chez un artiste, ce sera plutôt la dimension esthétique qui fait partie de la dimension donc axiologique. Chez quelqu'un qui est commercial, on peut se douter que les significations prendront plus de résonance dans la dimension de la production. Mais, encore une fois, il y a tout un travail à faire justement sur l'individuation du sens. Il s'agit de se penser comme individuant le sens à sa façon. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Hugues. Bonne fois qu'on revient.